Bonsoir. Merci à vous d'être venus rencontrer Victoria. Merci à Cyril de nous accueillir, parce que ça fait quelques années qu'on se connaît avec Cyril. Donc on va passer une soirée avec Victoria sur l'intuition. Juste une anecdote pour démarrer, puisque Victoria, je l'ai rencontrée il y a 1 an et demi à Albertville. Elle avait écrit ce texte. Voilà. Et en fait, en 2 fois 15 minutes, entre le premier et le deuxième jour, on s'est rencontrés, on a discuté, en présence des Indes Cogni quand même, que pas mal de gens dans la salle connaissent. Au bout d'une demi-heure d'échange avec elle, sans avoir lu son bouquin, mon intuition m'avait dit que j'allais éditer son livre. Je te laisse la parole. Merci Jean-Pierre. Je suis très heureuse de vous rencontrer aussi. Et bon, je suis installée comme une princesse. Alors d'abord, comme c'est une soirée sur l'intuition, c'est un sujet intime, c'est un sujet très personnel. Et ça me touche toujours de le partager et de le rendre partageable en fait. C'est pas toujours facile d'en parler. Alors déjà, on va commencer à partager déjà ce qu'on ressent avec ça. Qui pense avoir de l'intuition? Qui pense avoir de l'intuition? Est-ce que vous m'entendez suffisamment? Oui. Oui. Ok. Les doigts se lèvent beaucoup plus librement qu'avant. Un petit peu aussi? Oui. Bienvenue aux intuitifs anonymes. Les doigts se lèvent plus facilement qu'avant. C'était un sujet encore tabou, alors que ça paraît curieux, parce qu'on n'est pas en train de parler de quelque chose ni de honteux, ni de problématique. On est en train de parler juste d'une ressource humaine, essentielle, très simple, universelle, qui touche absolument tout le monde. Simplement, c'est vrai que c'est une des choses les plus déconcertantes, surtout pour nous, les Occidentaux. Parce que ça nous dépasse et ça dépasse notre contrôle. Et que justement, moins on contrôle, mieux ça peut nous arriver. Einstein a dit cette chose à propos du mental intuitif. Il disait, voilà, le mental rationnel est un serviteur, le mental intuitif est un don sacré. Et notre société honore le serviteur et a oublié le don. Alors c'est un propos qui date du siècle dernier déjà. Et j'observe que, et certainement vous aussi, que les choses s'ouvrent, que justement les doigts se lèvent plus facilement, et concernent les hommes, les femmes, enfin tout le monde. Et je trouve que ça c'est quelque chose à la fois, on n'a plus vraiment le choix, il faut vraiment absolument s'ouvrir. Et en même temps c'est magnifique de le partager, de le constater, et de pouvoir au contraire eh bien, nous dire et toi comment ça se passe pour toi, et comment ça se passe pour toi. Parce que l'intuition est quelque chose d'aussi personnel que le timbre d'une voix ou l'éclat d'un regard. Ça s'exprime de façon extrêmement personnelle. Et moi, dans mon parcours, ça s'est exprimé très fort, petite. Alors, tant que j'étais petite, ça allait. Puis après, quand on m'a expliqué que j'avais vraiment beaucoup d'imagination, et puis vraiment beaucoup trop, pour convenir à ceux qui étaient avec moi, avec ma famille, j'ai tout contenu. Très fort, un peu trop fort, et j'ai fait ce qu'on attendait de moi, sans écouter. Et ça vous parle cette expression, s'écouter, ne pas s'écouter, j'aurais dû m'écouter. Et alors on écoute quoi? Ben, la petite voix. Je ne sais pas si elle est très petite, elle est peut-être même immense, cette petite voix. Mais au fond, c'est de ça dont on parle. Ou alors peut-être qu'on parle de sensation, parce que parfois ça s'exprime sous la forme de sensations dans le corps. Ou sous la forme de flash, d'images, de rêves. En fait, on a toutes sortes d'images, toutes sortes d'informations qui nous viennent, et pour autant, on ne l'écoute pas. Moi, j'ai contenu parce que ça ne convenait pas à ma famille. C'était pas possible, à mon père en particulier, mais c'était pas possible d'écouter ça. Donc, j'ai tout contenu jusqu'à ce que, après des études qui ne me convenaient pas, qui me désespéraient profondément, mais qui m'apportaient beaucoup de reconnaissance de la part des autres, eh bien, j'ai commencé une carrière qui a été très courte, puisque au bout de très peu de temps, au bout d'1 an et demi, j'avais de très bons résultats, toujours encore plus de reconnaissance.
surtout de la part de ma famille. À 5 h du matin, j'ai perdu pied, à un moment donné où je devais faire une tête de gondole de barre de sneakers. Un sujet très proche de moi. Une évidence quand on me connaît, vraiment. Hein, en plus, il y avait un VTT à gagner, vraiment une tête de gondole magnifique. Bien sûr, le VTT avait été donné au chef de rayon au rond-point d'à côté, parce que c'est comme ça que ça se pratique. En fait, j'étais tout à fait en ligne avec mes valeurs, avec mon être profond, bien évidemment. Donc ça s'effondrait complètement en moi, et ça s'est vraiment effondré à l'extérieur. C'est-à-dire, j'étais très forte aussi, j'avais fait 15 ans de théâtre, donc ça ne se voyait pas. Mais à l'intérieur, à un moment donné, ça s'est fissuré, et j'ai vraiment vécu une fissure complète du personnage. J'ai mon costume qui s'est déchiré à 5 h du matin devant tout le monde. Et je n'ai pas su, c'est-à-dire que le chef de rayon me parlait, j'étais en train de faire un truc qui n'allait pas, et je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus rien faire. Et juste je pleurais, mais je ne sentais même pas, je sentais que c'était mouillé là dans mon corsage, mais j'avais perdu pied complètement, et j'ai retrouvé ma voiture, et c'est ma voiture qui a retrouvé ma maison, hein, voilà. Et je suis restée 3 jours sans manger, sans parler, sans rien. Maintenant on appelle ça un burn-out. Mais à l'époque, j'avais 23 ans, on était... donc en 93, c'était, ça n'existait pas, surtout pour une jeune femme à qui tout réussit, hein, parce que alors, le tableau était parfait, elle a tout fait pour ça. Et j'ai pas tout de suite compris ce qui se passait, j'étais encore un bébé. Hein. Enfin, j'étais un bébé. Peut-être que je savais trop bien ce qui se passait et que je n'étais pas encore préparée pour l'assumer. Il y avait une sorte de fossé qui me paraissait infranchissable. C'était un désespoir pour moi je n'arrivais pas à coller les morceaux. J'ai l'impression d'être un territoire écartelé. Et il m'a fallu encore quelques années. Et pendant quelques années, j'ai apprivoisé ces informations qui me venaient, sans trop savoir ce qui se passait. Jusqu'à ce que je fasse une expérience, voilà, 9 ans plus tard, où après avoir beaucoup contenu, j'ai fait un exercice où je faisais un peu comme on tient son journal. Je déposais ma pensée sur le papier comme ça, le matin j'écrivais des pages, comme ça, sans objectif. Et puis dans ces pages, il y a eu autre chose que la liste de mes courses ou de mes pensées. Il y a eu un propos qui vraiment m'a interpellée, par une question. Et au bout du compte, qu'est-ce que tu cherches? Et ça m'a bouleversée parce que j'ai bien compris qu'il s'agissait d'autre chose que ma pensée. C'était un ton, c'était quelque chose qui me frappait comme ça. Et là, je ne pouvais plus reculer, je ne pouvais plus me cacher, je ne pouvais plus dire que c'était de l'imagination parce que c'était devant moi. Soit j'étais folle, ce qui a été ma crainte depuis que j'étais petite, soit il se passait quelque chose que je pouvais accueillir ou apprivoiser. Et donc j'ai vécu ça en secret, parce que j'avais vraiment très peur qu'on me dise il y a des personnes très sympathiques qui vont s'occuper de toi, on va te trouver un pyjama qui s'attache dans le dos, et tu verras des petits bonbons roses qui passeront tout seul. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça, j'avais très peur vraiment, parce que je ne comprenais pas. J'étais dans l'inconnu. Et je ne comprenais pas que ce qui m'arrivait était extrêmement naturel. Et donc, je le faisais en secret, au fur et à mesure, je recevais finalement, je faisais à nouveau cet exercice, et puis je refaisais cette démarche, et puis finalement, je me suis rendu compte que oui, c'était possible, eh bien, de dialoguer avec sa petite voix. Et c'était une découverte à la fois magnifique, je ne savais pas trop quoi en faire, ça m'embarrassait complètement. Je me disais, mais c'est quoi ce petit bout de bonne femme, pourquoi moi, et pourquoi comme ça? Donc j'ai cheminé encore un bout de temps. Et puis, en même temps, ce bout de temps, ça a été le temps pour moi de changer de vie complètement. C'est-à-dire qu'à la place de mettre en place des têtes de gondole, de barres de sneakers, j'ai compris que j'avais vraiment en moi quelque chose que j'avais besoin de transmettre, et j'avais besoin d'accompagner les gens, j'avais besoin de sens, j'avais besoin d'humain. Et donc j'ai repris des études, j'ai vraiment tout repris à zéro, quasiment, pour pouvoir accompagner des personnes. Et puis,
dans cette démarche-là, au fur et à mesure, je me suis rapprochée de textes, de philosophes, de démarches spirituelles, tout ce qui pouvait en fait faire que je me sente moins seule avec ce que je traversais. Alors, je me suis sentie beaucoup moins seule. Hein. J'avais Socrate, Jung, tout ça, c'était beaucoup mieux hein, que seule. Et c'était des lectures qui m'ont nourrie, qui m'ont rassurée. J'ai mis un temps fou finalement à me rassurer sur une chose qu'on devrait transmettre à l'école. On ne devrait pas passer toutes ces années-là, c'est un scandale en fait, de passer des années à penser qu'on est fou alors qu'on vit une chose magnifique et naturelle et qu'on peut transmettre, partager. Et donc cette notion de partager est devenue tellement forte que je me suis dit, tout ce que j'ai reçu et tout ce que j'ai appris et compris de cette petite voix et de cette ressource, j'ai besoin de le donner aux personnes. Donc j'ai créé dans mes accompagnements des espaces où je pouvais le transmettre. Et puis une amie qui avait un sens beaucoup plus pragmatique que moi, me dit, mais en fait, tu sais ce que tu fais là, ce que tu transmets, ce que tu appelles le dialogue avec le guide, tu pourrais l'appeler l'intuition. Hein. Ça résumerait. Et je n'avais pas vu, c'était sous mon nez, mais je n'avais pas vu que ça pouvait être aussi simple. En fait, ça me paraissait simple et beaucoup plus digeste, mais même le mot intuition, c'était déjà quand même quelque chose qui était compliqué. Alors, il faut savoir qu'on est dans un pays sans doute le plus fermé à ça. Vraiment, c'est quelque chose d'étonnant parce qu'il suffit d'aller en Belgique. Quand je suis reçue en Belgique, au Luxembourg, ailleurs, enfin, c'est tout à fait naturel de parler de ce domaine. Avec complètement, on n'a pas du tout ce registre-là en disant non, mais moi je suis cartésien. Il faut choisir son camp en France, vous savez. Vous êtes au courant? Moi, j'ai deux origines. Ma maman est suédoise, mon père est français, ce qui me donne une espèce d'écartèlement entre deux trucs. C'est-à-dire qu'en France, tu es obligé de choisir ton camp, et donc tu es dans un rapport de force. Et en Suède, tu mettras le temps que tu veux, mais tu te mets d'accord. On a la manie du consensus en Suède, donc on y met beaucoup de temps. Mais c'est une manie contraire. Bon. En tout cas, pour l'intuition, c'est sans doute intéressant de se dire qu'on n'a pas besoin de choisir entre la logique et l'intuition. Au contraire, ça va de pair. C'est comme si vous disiez, il faut que je choisisse entre la bouche et l'estomac pour manger. Et en fait, vous avez vraiment besoin, c'est juste une question de chronologie. Et d'ailleurs, Raymond Poincaré, qui n'est pas le moins rationnel hein, de tout, mais c'est quand même un des plus grands mathématiciens français, donc ça va au niveau des références, ça vous rassure. Raymond Poincaré lui disait, Poincaré disait l'intuition, en fait on trouve avec l'intuition, on prouve avec la logique. Il y a une chronologie. Il y a une chronologie. C'est comme si en fait il y a d'abord le fait de trouver à la source, on reçoit quelque chose, et ça c'est quelque chose de féminin, on reçoit, féminin dans le sens oriental, c'est-à-dire de recevoir, d'accueillir. Et puis ensuite, il y a la logique, il y a quelque chose, qu'est-ce que j'en fais, comment j'en parle, comment ça s'embrique avec le reste. Donc heureusement qu'on n'a pas besoin de choisir entre la logique et l'intuition, ce serait tout à fait absurde. Donc on n'a pas besoin de choisir son camp. C'est une bonne nouvelle ça. Vous n'êtes pas obligé de laisser une partie de vous au placard. Et puis du coup, ça m'amène à effectivement observer que ça se manifeste chez chacun de façon très différente. Pour moi, ça s'est manifesté finalement par la petite voix, parce que c'était impossible à ne pas accueillir, c'était tellement frontal, mais j'avais... Finalement, mon burn-out, c'était aussi ça. C'était un message du corps extrêmement fort, un message de mon système nerveux. Enfin, par mon système nerveux, mon corps a dit quelque chose aussi. Et puis en fait, il s'était exprimé bien avant, de bien des façons que je n'avais pas voulu écouter. Et puis des rêves, et puis des images. En fait, voilà, c'est ces trois façons. On a notre être profond, notre inconscient, si vous voulez le nommer ainsi, de toute façon on a la même chose, c'est-à-dire ce qui est plus vaste que ce que nous croyons que nous sommes, a plusieurs moyens pour s'adresser à nous, pour nous envoyer de l'information, pour nous nourrir d'informations. Il y a donc effectivement le corps, les sensations,
C'est ce qui nous fait dire « je le sens pas », ou « je me sens bien », ou là, ça, là, je sens ce truc vraiment. Alors on dit ça parce qu'on parle de notre, vraiment de notre, ce que les Américains appellent le gut feeling. C'est vraiment ça. Littéralement, ce sont les sensations des tripes. Donc ça se passe vraiment par le corps. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici, ça, les sensations, que votre intuition vous le dise par des sensations? Combien de personnes ça, par le corps, ça vous dit? Est-ce que c'est passé, est-ce que ça doit passer par des symptômes? Parce qu'il y a des personnes qui le savent parce qu'ils ont des problèmes physiques, qui se déclarent quand ils ne s'écoutent pas. Oui, c'est vrai. Moi, le corps. C'est quelque chose qu'on peut développer, ça. Si, on peut, par exemple, et c'est la découverte que j'aime partager, c'est que plutôt que d'attendre que ça se manifeste, parce que c'est pas toujours facile de le repérer, en fait, vous pouvez l'inviter. Il attend que ça, votre être profond, il attend que ça, évidemment, de pouvoir avoir l'espace de vous parler, et que vous en soyez conscient, évidemment. Et c'est quelque chose qui peut avoir lieu maintenant, si vous le souhaitez. Si vous pouvez prendre vos mains et juste les frotter à vous de façon... On peut décroiser les jambes, ça marche pas. Les pieds bien au sol. Les pieds bien au sol. Sentez bien le contact avec le sol et puis laissez vos mains se frotter. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui frottez vos mains, ce sont vos mains qui se frottent. Et puis à un moment donné, le mouvement s'arrête de lui-même et c'est simplement que vous descendez votre attention vraiment à l'intérieur de vos paumes pour que dans vos paumes, il y ait vraiment toute votre attention. Tout ce que vous avez de disponible pour être attentif, vous le placez là dans vos paumes. Et vos mains vont s'écarter peut-être de quelques millimètres et puis vous pouvez jouer avec vos mains et les écarter, les éloigner, les écarter. Observez ce qui se passe, fermez vos yeux si ça vous aide, créez une bulle autour de vous. Vous avez votre pratique, vous savez comment faire. Et simplement, observez simplement ce qui se passe quand vous donnez votre attention à vos paumes, à vos doigts, à ce qui se passe entre vos mains. Vous êtes dedans et du coup, vous pouvez sentir qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est cette sensation-là. Et cette sensation, cet endroit-là, entre vos mains, c'est l'endroit où vous allez, je vous propose d'inviter votre être profond à, par exemple, exprimer comment c'est quand c'est favorable et comment c'est quand c'est défavorable. Par exemple, si vous vous mettez maintenant en lien avec un souvenir positif, vous êtes vraiment, vous pouvez fermer vos yeux et retrouver ce moment comme si vous y étiez à nouveau. Retrouvez cette lumière particulière, ce moment. Et vous observez simplement, pendant que vous vivez ce moment, vous observez ce qui se passe dans vos mains sans intervenir, juste en observant ce qui se passe dans vos mains. C'est peut-être une température, c'est peut-être un mouvement, c'est peut-être une sensation. Et ça a lieu simplement. C'est peut-être très faible, c'est peut-être très discret, peut-être ça fait très longtemps que vous n'avez pas senti votre corps. Et voilà, c'est comme ça que ça s'exprime. Peut-être c'est très discret, comme un signal faible de loin comme ça. Mais plus vous vous mettrez à l'écouter, et en particulier quand vous le ferez parce que vous l'aurez décidé et dans un lieu que vous connaissez, voilà, vous pouvez refrotter vos mains, remercier pour le message que vous allez recevoir. C'est une sensation qui est en écho avec ce souvenir positif. Ce souvenir positif, si on pouvait le traduire en sensation, ce serait comme ça, qui se traduirait. Ce moment, il était comme ça. Est-ce que quelqu'un a senti quelque chose? J'ai vu des sourires, j'ai vu des mouvements, j'ai vu des choses. Est-ce que quelqu'un n'a rien senti du tout? Ça arrive aussi. Alors, dites-vous aussi que nous ne maîtrisons pas notre système de défense. Il est très bien rodé et il est organisé par quelque chose d'extrêmement profond et qui a le veto sur tout, même si vous avez envie. En revanche, ça passera beaucoup mieux. Le système de défense, il se passe comme ça parce que, voilà, vous ne me connaissez pas, on est dans un lieu que peut-être vous ne connaissez pas non plus, et surtout on est très nombreux dans la salle. Donc c'est suffisant sur le plan purement archaïque de réflexe pour bloquer le signal. Mais peu importe, vous avez compris la démarche. Et là, vous avez un signal qui va dire oui. On ferait la même chose pour avoir quelque chose de défavorable, on se mettrait sur un souvenir qui a été désagréable. Prenez pas le pire moment de votre vie non plus, hein, c'est pas le but. Le but, c'est de créer une convention de langage. Le but, c'est de voir en fait la possibilité d'avoir un oui ou un non qui est donné par
sous la forme d'une sensation. Ça peut aller beaucoup plus loin que juste le oui et le non, hein. On peut aller beaucoup plus loin que ça, mais c'est déjà un premier niveau. Et puis aussi, ça a l'avantage de se mettre à nouveau à écouter ces signaux-là dans le corps, qui sont très nombreux, qui sont extrêmement nuancés. C'est un langage extrêmement nuancé. Et au fur, plus on l'écoute et plus on se met vraiment à écouter son corps, et en l'invitant à des endroits, plus il y a vraiment des toutes petites choses auxquelles on devient finalement après attentif, on devient vraiment, on comprend ce qui se passe. On n'a plus besoin de tomber malade. Bon, idéalement, on n'écoute pas toujours. Il m'arrive encore d'être... Il y a aussi la vision. Et la vision, c'est quelque chose qui concerne justement plutôt tout ce qui touche à l'anticipation. Et ça, c'est très déroutant. Autant le corps, là, ce qu'on vient de tester, ce moyen que finalement, de l'être profond, de l'inconscient, de nous envoyer de l'information, ça, c'est un degré, c'est ce qui est le plus facile à prouver. En fait, c'est très simple, ce qu'on vient de visiter, là, avec ce mouvement, avec ces sensations, cette façon de recevoir de l'information. C'est cette partie du sixième sens qui est la synthèse des cinq. C'est-à-dire qu'il y a cette intelligence en soi qui est capable de prendre tous les signaux visuels, auditifs, kinesthésiques, à tout point de vue, et d'en faire en une seconde une sorte de synthèse qui vous donne un oui ou un non. C'est plutôt favorable par rapport à ce que je vois, j'entends et tout ça, mais à un niveau voilà, que simplement dans le petit conscient, on n'a pas accès à ça. Donc, c'est comme si c'était une synthèse. Et ça, on peut le comprendre. Ça va. Pour l'entendement, pour la logique, pour les Gaulois, ça va. Bon, pour la vision, c'est plus compliqué. Parce que là, heureusement qu'Einstein nous a dit plein de choses, mais notamment à propos de la relativité du temps, et qui ont fait ensuite travailler les scientifiques actuels, et notamment en physique quantique, parce que sinon on aurait beaucoup de mal à comprendre comment ça se fait qu'on peut avoir un rêve prémonitoire, comment ça se fait qu'on peut avoir une image de ce qui peut se produire. Et ce que racontait Jean-Pierre tout à l'heure, c'est une intuition très forte, une évidence pour lui. On s'est vu, voilà, mais il sait rien, il anticipe finalement sur quelque chose qui n'a pas encore lieu. Il y a quelque chose, c'est comme une certitude. Et ça, eh bien, c'est plus difficile à comprendre. C'est plus difficile à dire, alors voilà, c'est le noyau codé dans le cerveau. Non. Non, désolé, c'est pas exactement ça, non. Et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Enfin, compliqué. Quand on cherche absolument à vouloir comprendre, hein, on peut aussi lâcher l'affaire. Hein. Mais simplement, c'est vrai que sur un plan... j'aime bien, quand je ne comprends pas, retrouver un certain pragmatisme, un certain bon sens, et me dire, bon, de toute façon, ça a lieu. Alors, peut-être que je ne sais pas l'expliquer, mais après tout, on n'est qu'en 2017, et puis on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que ça a lieu. Et puis ça a lieu pour pas seulement quelques illuminés, et puis pas seulement les artistes, et puis pas seulement les scientifiques. En fait, on est quand même assez nombreux. Hein. La vision, c'est quelque chose qui touche, par exemple, beaucoup les scientifiques, les mathématiciens, les physiciens. Il y a beaucoup d'histoires. Je me suis passionnée pour les découvertes scientifiques, et c'était totalement relié aux rêves, par exemple, aux images, aux flashs. Et vraiment à voilà, des flashs comme ça qui se passent à des moments qui n'avaient rien à voir avec la table de travail. Des moments qu'on appelle disruptifs, des moments de pause. C'est Jacob Boehme, un scientifique du siècle dernier, qui dit qu'il a fait sa découverte, qu'il cherchait depuis 20 ans, en allant à un repas, en traversant les Champs-Élysées, entre son hôtel et le resto. Il s'est arrêté en marchant entre le passage Fouté et ça lui tombait dessus. Alors cette expression, ça m'est tombé dessus, ils sont nombreux à le dire. Les scientifiques, c'est vraiment... Voilà, c'est comme Newton, le plus célèbre, effectivement. Et en même temps, ils sont vraiment nombreux. Il y a, le stéthoscope a été inventé comme ça. Le plus incroyable, c'est aller chercher sur comment on est arrivé à trouver l'anesthésie. C'est absolument incroyable. C'est Green Morton qui a inventé l'anesthésie, mais il a lutté pendant... Parce qu'il a été confronté, il a été ridiculisé, tout le monde se disait mais c'est complètement absurde d'imaginer qu'on peut couper dans la chair et ne rien sentir enfin. Vous êtes complètement stupide. De toute façon, tous les découvreurs qui ont eu comme ça quelque chose
qui était une vision, une anticipation, avec une certitude. Ils ont été très courageux, on leur doit beaucoup, parce qu'ils ont accepté de vivre, d'être complètement rejetés, et de manière très violente parfois. Et la plupart de nos découvertes, y compris celles qui touchent à la médecine, me touchent particulièrement parce que voilà, c'est devenu une évidence pour nous, et ça n'a pas toujours été. Et surtout, c'est venu à des moments, c'est là où Einstein nous dit que c'est vraiment un don sacré, parce que même lui, il peut dire que c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer par... voilà, on peut expliquer la digestion, on peut expliquer bien des choses, mais ça, le fait qu'on puisse anticiper quelque chose qui n'est pas encore là, ça reste un mystère, et j'adore ça. Bien. Après tout, ça nous ramène un peu... Enfin, on peut rester simple après, ne pas se prendre pour... voilà, je sais pas quoi. Juste un humain qui sait recevoir une image, c'est déjà bien. Et de pouvoir, non pas tricoter dessus ou se rouler dedans, mais se dire, tiens, j'ai reçu quelque chose, et qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de cette image? Très souvent, ce que j'en fais, c'est une image qui nous amène à créer, à proposer quelque chose de neuf, de nouveau, qui n'a pas été... L'image, souvent, c'est pour quelque chose qui n'existe pas encore. Comme si on avait une acuité qu'on arrivait à voir, comme ça, sur l'horizon, on voit arriver les bateaux, les caravelles, on les voit avant les autres, pour les personnes qui ont cette capacité-là. Et je travaille notamment, j'accompagne aujourd'hui oui, une vingtaine d'artistes, donc des photographes, des musiciens. Je souris parce que je pense à une musicienne qui ne pouvait plus composer depuis qu'elle était rentrée au conservatoire, qui a composé une messe à 14 ans, et puis après, plus rien, et qui a composé à 63 ans un spectacle extraordinairement novateur, à la cathédrale d'Évreux en novembre. Je suis très heureuse pour elle parce que c'était vraiment un aboutissement, c'est accepter. En fait, c'est vraiment comme on peut se mettre des barrières, et quand on rouvre les barrières, alors là ça vient, et puis tout à coup quelque chose arrive. Et quand ça vient, ben, c'est très novateur et ça dérange. Mais ça vient. Et c'est cette notion de pouvoir créer librement. Et les artistes, même quand c'est justement dans la musique, comme c'est le cas pour cette personne, il parle de voir, il parle de vision. Elle peint des tableaux comme ça, mais en fait c'est pour laisser venir la musique. C'est curieux, hein, et c'est quelque chose qui vient quand même comme quelque chose en lien avec l'anticipation, ça vient quand même avec la vision. Et je travaille avec un écrivain où là c'est un petit peu un mélange entre la vision et la petite voix. Voilà, on a au patronage dans ce domaine, il y a Léonard de Vinci qui passait entre une demi-heure et 1h30 tous les matins. Le cortex préfrontal au vent. Bon, c'est plus joli quand je dis le nez au vent, non? C'est plus joli, on va regarder le nez au vent, mais c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il reçoit de l'information, il ne faut pas le déranger, et ensuite il écrit, il fait ses croquis, et puis il dessine une machine volante au XVIe siècle. Et puis c'est quelqu'un qui a l'élégance justement de montrer qu'on peut être très logique et très intuitif en même temps, puisque c'est à la fois un artiste, un ingénieur, un humaniste, c'est vraiment quelqu'un de très complet, enfin, c'est un génie qui nous montre que c'est possible. Bon. C'est inspirant, il ne faut pas que ça nous croise, c'est inspirant. Mais on en a aussi beaucoup plus près de nous, qui sont à la fois dans leur créativité. On a, par exemple, Vincent Van Gogh, vous irez retrouver La Nuit étoilée, il y en a plusieurs. Il y a une nuit étoilée, il y a peinte près d'Arles. Et ce tableau est déconcertant. On y voit une lune, on y voit des étoiles, voilà, tout ça, rien d'étonnant par rapport au titre de sa toile. Et puis on est allé chercher le calendrier astronomique de la période de cet été-là où il a peint cette toile. Et alors, formidable, on retrouve exactement les constellations avec les bonnes étoiles au bon endroit, tout ça parfaitement bien. Le seul petit étonnement qu'on pourrait avoir, c'est que presque aucune de ces étoiles n'était visible à l'œil nu. Donc c'est que Vincent Van Gogh a peint un ciel tel que son être profond le voyait, mais que lui, à l'œil nu, ne pouvait absolument pas voir. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'on peut le vérifier aujourd'hui. On regarde un ciel qui est impossible et qui est pourtant peint. Alors ça, c'est vraiment une démonstration qui nous fait du bien parce que ça nous remet un peu à notre place. On se dit, là, quand même,
quand c'est exactement à la bonne place et dans les bonnes proportions, ça laisse un peu rêveur. Et voilà quelque chose qui touche l'art, et ça touche donc les sciences, ça touche beaucoup de choses qui touchent donc à quelque chose qui n'est pas encore là. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un ici d'avoir un rêve prémonitoire, quelque chose, un pressentiment? Bon, au moment des questions, on pourra échanger sur vos expériences, on est là pour partager, c'est toujours un honneur. Ça m'arrive également, ça m'arrive même de plus en plus fréquemment. Et la petite voix alors dans tout ça. La petite voix. Et bien la petite voix, Socrate par exemple disait « Je ne sais rien ». Déjà c'est une phrase qui commence bien, je trouve. Je ne sais rien, on sait qu'il le disait ça. Je ne sais rien. Quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est mon daimon. Et daimon, on ne peut pas le traduire trop vite en disant c'est mon démon, ça ne voudrait rien dire. Il faut vraiment reprendre le grec ancien avec ce que ça veut dire à l'époque. Et ça veut dire celui qui aide. Donc si je reprends ce que dit Socrate, c'est je ne sais rien. Et quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, c'est celui qui aide. Ça donne autre chose, hein? Est-ce que ça vous parle, ça, déjà? Quand on entend quelque chose comme ça. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça. Jung aussi, j'ai fait une espèce de transfert bizarroïde. J'ai l'impression que Jung, c'était mon grand-père. En plus, il avait une tante qui s'appelait Reimer, alors tout était possible. N'importe quoi pourvu que je me sente moins seule avec mon truc. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée, et notamment en lisant Une vie, et ma vie plutôt, une vie c'est autre chose, ma vie. Et c'était quelque chose qu'il a écrit avec l'aide d'une personne qui a vraiment recueilli ses mémoires d'une certaine manière. Et je vivais quelque chose d'assez particulier quand je lisais ce livre, parce que je m'endormais systématiquement. Je lisais 20 minutes et puis je dormais 3 heures. Quel que soit je pouvais le matin, le soir. C'est très bien quand j'avais une insomnie d'ailleurs, parce que du coup j'ai mis très longtemps à lire ma vie. Mais maintenant je le connais par cœur. Il y a quelque chose, c'est comme s'il était rentré. Alors moi c'est vrai que Jung a été une source d'inspiration et de guidance extraordinaire dans ma façon d'accompagner aussi les personnes. Notamment dans cette notion d'être profond, et notamment dans le fait que quand on écoute, parce qu'il avait aussi bien sûr cette possibilité, il descendait tous les jours dans ce qu'il appelait dans ses imaginations. Aujourd'hui on dirait ça l'auto-hypnose. Bon, on peut le nommer comme on veut, hein. C'est une expérience simplement d'intériorisation et de laisser venir les images. Laisser venir les images qui viennent. Et c'est comme ça qu'il est allé à la rencontre, vraiment à la rencontre, de ses personnages intérieurs, de ce qu'il a appelé sa cosmogonie intérieure, jusqu'à rencontrer un personnage qui fait vraiment penser au daimon de Socrate, et qui s'appelait Philémon, et qu'il peignait avec une longue barbe blanche, un habit bleu, et qui avait un ton que je connaissais très bien. Un ton qui était exactement celui que j'avais reçu, simplement me mettant en écoute, quelques années avant. Et donc ça m'a à la fois troublée, rassurée, intriguée aussi, que ça puisse être à ce point-là le même ton. Et ça continue de m'intriguer, parce que quand je transmets ça dans mes ateliers, ça sera vraiment cette découverte de l'intuition et voir comment ça se passe au niveau du ressenti, au niveau de la vision, au niveau de l'écoute. Et aujourd'hui, il y a eu notamment une journée comme ça, un atelier comme ça, merveilleux, magnifique, avec un public qui était improbable pour moi il y a quelques années, qui sont des dirigeants d'entreprise. Inutile de dire qu'après mon burn-out, l'entreprise était synonyme d'enfer, de danger, terrible. J'avais très peur. Je me suis dit, c'est pas possible, en plus des dirigeants. Ils vont jamais pouvoir, je vais être brûlée 15 fois sur un bûcher. J'avais très peur. Et puis ben là, c'est très bien d'avoir finalement été rencontrer cette peur et être allé quand même vers ces personnes. Et bon, ça fait 4 ans que ça m'arrive régulièrement, et c'est des moments incroyables en fait. Parce que c'est des intuitifs comme tout le monde, même assez forts par moments, parce que justement ils ont des idées, et ils ont parfois le courage, la ténacité de la mener jusqu'à une réalisation qui peut devenir incroyable.
Et donc de dépasser mes peurs et mes préjugés dans ce domaine, moi aussi ça m'a fait un peu progresser, et jusqu'à la rencontre d'aujourd'hui qui était magnifique. Et où justement, ce qui est incroyable, c'était dans cet exercice d'écoute, de partager sur aller écouter sa petite voix, et de s'apercevoir que quand les personnes, voilà, quand ça se passait finalement de façon fluide, que c'était ok et ça s'est passé là tout à l'heure, il y a des personnes retrouvaient quelque chose, et il y a une personne qui m'a laissé lire un passage, et à chaque fois c'est toujours ce même truc, je me dis mais c'est quand même dingue, c'est ce même ton. Et je trouve ça magnifique, c'est un petit peu comme si on écoute ton cœur, ou le tien, ou ton cœur, on va entendre poupou, poupou. Et ça ne va pas nous étonner que ce soit le même, hein. Voilà, avec des rythmes un peu différents, vous voyez. Il y a quelque chose de vraiment profondément proche et universel, vraiment universel, et qui me donne cette merveilleuse joie de sentir cette unité que nous sommes. Et voilà. Donc il y a ces ateliers, et en même temps, j'ai eu envie d'aller plus loin. C'était tous ces textes que j'avais reçus pendant 10 ans. J'avais envie de les partager aussi. Je me suis dit, c'est pas que pour moi, c'est tout ce qui m'est donné, tout ce que je reçois est quelque chose d'utile, de profond, de simple aussi. Et j'ai cherché comment le faire, et puis j'y arrivais pas à les rassembler comme ça, faire une espèce de millefeuille de texte, c'était pas... Enfin, moi, ça m'aurait beaucoup ennuyé de lire un truc pareil. J'avais envie que ce soit plus vivant. Et depuis petite, j'avais envie d'écrire des histoires. C'était depuis... Ouais, vraiment petite. La première fois que j'ai écrit une histoire, c'est que j'avais 8 ans. Donc le CP n'était pas très loin. Et c'était sur un cahier avec des cahiers de poésie, vous savez, avec les pages blanches. Je faisais aussi les dessins. Et c'était quelque chose qui était là depuis longtemps, l'idée de l'écriture, de passer par l'écriture et de se laisser traverser par une histoire. Et j'avais pas envie vraiment d'écrire ma vie, mais j'avais envie de transmettre. Et du coup, il y a quelque chose d'un petit peu entre les deux. C'est pour ça que quand on me disait, mais alors c'est un roman, c'est un récit, genre, je sais pas, c'est ce que tu voudras. Je sais pas très bien. Parce que j'ai écrit en disant je, en parlant d'un premier constat. Au départ, c'était vraiment là où j'en étais, mais je l'ai écrit un petit peu comme si je racontais ça à une copine, à quelqu'un qui pouvait être proche. Et je me suis sentie proche d'un lecteur éventuel ou d'une lectrice éventuelle, comme d'un ami. J'avais envie de le dire comme un ami, en fait. Avec cette intimité-là. Et avec la possibilité d'aborder des sujets parfois très intimes, oui. Des choses qui nous concernent dans notre vie et qu'on ne partage pas forcément avec tout le monde. Peut-être pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à renvoyer le manuscrit à Jean-Pierre quand il a voulu vraiment me tester le livre. Je lui ai dit, mais tu crois vraiment? Il était très sûr de lui. Hein. Bon, ben alors après, il fallait y aller. Parce que ce livre est venu, et quand je me suis enfin laissée traverser par cette écriture, par ce texte, il y a eu tous les moments où je me suis mis à nouveau en écoute, avec des thèmes qui sont venus, et j'en ai vu la construction et la logique comme s'il était terminé. Quand je l'ai relu, j'ai compris comment il était construit. Mais pendant que je l'écrivais, j'ai rien compris du tout. J'ai juste écrit. Donc c'était assez curieux de vivre ça et de comprendre. Et je vais citer à la fois quelqu'un qui est à la fois pour moi un maître et un ami, parce qu'il est très accessible. Il est venu récemment, c'est Denis Marquet, qui a une définition de l'auteur qui me convient très bien. Je me sens chez moi avec cette définition. Il dit: l'auteur, c'est le gardien de la page blanche. C'est celui qui s'assure que à rien de ce qu'il écrit n'est de lui. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant 157 pages. Vraiment. Et c'est assez rigolo d'être la première lectrice de 100 bouquins quand même. C'est quelque chose un peu comme ça. Là. Il y a les parties, bien sûr, qui sont plus... qui me ressemblent beaucoup. Enfin, pour ceux qui me connaissent, qui me disent « ça te ressemble quand même beaucoup ». Et puis toutes les parties qui sont une écoute, et où là, c'est le daimon, c'est celui qui aide, en fait, pour reprendre l'expression qui, je trouve, est juste, et qui s'exprime. J'ai pas envie de donner trop d'arrêter les choses sur ce que c'est, parce que je trouve que c'est pas vraiment... On est plutôt dans l'ordre de l'indicible, mais comme
Si ça vous parle, si je vous dis c'est celui qui aide, cette partie, cet interlocuteur intérieur qui aide. En fait, ça parle à tous les humains de la planète et à toutes les époques. On le retrouve au Japon, il s'appelle Kami, on le retrouve en Iran, dans la Perse ancienne, c'est Daerna. Il l'appelle encore comme ça veut dire l'inspiration. Pour les poètes, et les poètes sont déifiés là-bas. C'est absolument présent partout. Dans les peuples premiers, par exemple, aussi, bien sûr. Donc c'est quelque chose que, finalement, je me suis rendu compte, je rendais accessible à une occidentale intégrée. C'est-à-dire, je me dis, ben voilà, je suis une femme à peu près ordinaire, si ça existe, parce que je ne sais pas si ça existe. J'espère pas. Et puis je vis quelque chose qui est à la fois extraordinaire, mais qui est tout à fait naturel. J'ai envie de dire que la vie elle-même est extraordinaire et magique. Si on veut dire que c'est magique, ou si on veut dire alors c'est vraiment incroyable, mais oui, c'est aussi incroyable que 9 mois après un Covid, il y a un être humain qui arrive tout à fait singulier. C'est aussi extraordinaire que ça. C'est extraordinaire, en fait, c'est simplement il y a les choses extraordinaires auxquelles on est habitué, donc ça c'est normal. Et puis les choses extraordinaires qu'on n'a pas encore prouvées, alors ça c'est bizarre. Ben non, c'est juste tout est extraordinaire et on peut le vivre. Et donc dans cette histoire de la voix qui m'aime, je me suis rendu compte à la dernière page, quand ça s'est terminé en fait, qu'il était pour vous, qu'il n'était pas du tout pour moi, puisque ça s'était fait, qu'il était vraiment, vraiment, vraiment pour vous. Je ne vais pas dévoiler, mais c'était vraiment pour vous interpeller. Alors du coup, quand j'ai compris ça, je me suis plutôt décidée à me mettre au service de ce qui se passait. Et c'est pour ça que ça me rend très heureuse d'être là, par exemple. Alors voilà, peut-être avant de répondre à vos questions, si vous en avez, et notamment si vous en avez sur l'intuition, sur la partie de l'intuition telle qu'on l'a abordée, parce que c'est vrai que c'est juste, c'est une présentation, on n'a pas... Mais je peux répondre à plusieurs de vos questions sur le sujet. Et puis aussi sur ce livre, je ne sais pas si certains l'ont lu ici, ou pas, mais en tout cas, je peux aussi répondre à vos questions-là. Je l'ai ouvert au hasard, bien sûr. Le hasard, vous savez comment... ce qu'Einstein disait à propos du hasard. Einstein, à propos du hasard, disait c'est le nom que prend Dieu quand il veut rester anonyme. Alors là, il reste anonyme. Donc, ça, c'est un passage que j'avais envie d'évoquer parce que on est toujours trop solennel avec cette démarche-là. La déférence est intéressante, le respect aussi, mais on peut rester tout à fait naturel. Et c'est vraiment l'écriture de ce livre qui me l'a montré, parce que à un moment donné, quand j'étais tout au début, j'étais chez moi en Suède, et je rassemblais mes textes, je me posais la question, qu'est-ce que je fais avec ça, comment... J'ai passé la semaine là-dedans, j'étais tellement là-dedans que j'ai complètement oublié le plancher des vaches. Et j'ai oublié de faire un virement sur mon compte, ce qui fait que je me suis retrouvée avec une carte bleue bloquée, avec mes filles qui arrivaient de la colonie, parce qu'ils venaient avec les copines, et je n'avais pas de quoi faire à manger. Donc une situation où je suis rentrée en vélo complètement en furax, le furax contre moi en fait. En disant mais c'est pas possible, alors voilà, tu passes une semaine avec ton intuition là, t'es là machin, et t'es même pas capable de savoir qu'il faut faire un virement sur ton corps, mais vraiment c'est stupide. J'étais dans un état de colère, comme ça nous arrive parfois, rassurez-moi. Bon, et puis je suis rentrée, puis je me disais, je m'étais dit c'est la dernière soirée toute seule, je vais écrire et tout, ça va être génial. Moi je dis je ne peux pas écrire dans cet état-là, c'est pas possible, il faut que je me calme, il faut que je médite, il faut que j'aille là, c'est pas possible. Et j'ai entendu, si, viens me voir, viens. Je dis, ah non, quand même, c'est pas possible. Et j'ai senti qu'au contraire, c'était au contraire parce que j'étais énervée comme ça, que j'avais tout un vocabulaire pas adapté là qui venait. Je me suis dit, ok, de toute façon, et ça c'est une question magique, qu'est-ce que je risque? Question magique, hein, elle est gratuite ce soir. Elle est gratuite tout le temps.
Et du coup, je me suis mis au clavier, j'ai tapé ce qui me venait. Et ce qui me venait, c'était... Alors tiens, en fait, toi, mon ange supersonique qui voit tout, qui entend tout, hein, qu'est-ce que tu réponds à ça, hein? J'ai un écureuil en grève, un cochon percé, la cave prend l'eau, je suis en rade, mon vieux. Comment je fais, moi? Je suis pas allée avec le dos de la cuillère. Hein. Oh, bah, il m'a dit de jouer le jeu, je joue le jeu. Voilà. La réponse m'a juste complètement scotché. Il n'y a pas de fonction utile dans ton engagement à détruire notre relation. Je ne vois pas en quoi ce qui est là, dans le résultat de ton manège de vie, te dérange au point de m'interpeller, moi, de là où je te parle. C'est la peur de te retrouver nue et frêle qui t'amène à prendre le masque de la plus forte voix. Il n'y a personne qui soit vraiment dupe de ce drôle de revirement, ma chère. Tu n'as pas ta langue dans ta poche, et tant mieux, puisqu'elle semble percée. Et ça continue un peu comme ça, et il va m'expliquer mon rapport à l'argent au passage. Et j'apprends quelque chose de finalement essentiel, important, et que si j'avais médité, que si je m'étais calmée, et que machin, je serais passée à côté en fait de quelque chose. Et c'est fondamental d'être soi aussi dans ce qui se passe. Et que finalement, être naturel, être dans la vraie vie, c'est peut-être ce qui nous rapproche le plus de ce que nous croyons éloigné. C'est ce que j'ai envie de dire le plus, c'est d'être absolument soi-même. Et notamment quand on traverse un moment comme ça. Et c'est pour ça que ça me semblait important de vous le dire ce soir. C'est une des choses que j'avais envie de dire. Puis il y a eu un autre moment où j'avais peur de prendre le melon, à me dire quand même c'est génial ce qui m'arrive et tout. Je ne voulais pas ça, c'était vraiment une crainte. Et j'ai posé cette question. Alors ce don, il n'y a que moi qui le possède? Ou en bénéficie plutôt? Certainement pas. Ce qui te revient, c'est la manière de le vivre. L'artiste le peint ou le danse. L'élève du jardinier conçoit des jardins où l'amour circule et rend les choses plus belles et plus faciles. C'est par les mots du vocabulaire que ton être conscient reçoit notre appui, que ces mots soient les paroles de nos chants désormais, et tu de la fête. Et ensuite, ça continue comme ça. C'est simplement que ça nous remet aussi très gentiment, avec beaucoup de bienveillance, à notre place, quand c'est le moment. Il y avait un dernier passage, peut-être? Ah oui, alors c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, que... Peut-être je saurai maintenant. Peut-être j'avais un peu le trac tout à l'heure. Quand j'ai enlevé mes chaussures, je vous sentais arriver. À la fois, j'étais très contente, et puis... Ben, j'arrivais pas à venir ici, je me cachais là-bas. Et donc, ça m'est tombé dessus, hein, comme tu disais, Pierre. J'ouvre à la page 118 et je trouve ce texte. Ce n'est pas fini encore. Suspends en l'air l'envie que tu as de fuir les responsabilités, car cette fuite est motivée par d'absurdes idées que ces responsabilités sont trop lourdes pour toi. Allons, comment peux-tu douter de ne pas être assez large pour tes propres épaules, qui sont là comme un treuil, un mât, une poulie? Ce qui te soulève et te tire en avant sans effort, ce qui soutient ton élan à travers le monde vivant des éléments, tout ce qui est là autour mérite encore ton regard et ta confiance. Et je me suis dit, bon allez, j'y vais. Hein. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et on a un large espace, mais je ne vois pas du tout la notion du temps, il faut me le dire. Oui, ça veut dire qu'il nous reste une heure. Et alors là, c'est vraiment idéal parce qu'on a plein de temps pour vos questions et vos partages. Il y a des personnes qui ont notamment levé la main sur des expériences, des rêves prémonitoires. Que ce soit un partage aussi ce soir, n'hésitez pas avec vos questions et vos partages, vous êtes les bienvenus. Comment tu t'appelles ? Moi, j'ai Dominique. J'ai une seule question en fait, et je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit, je respecte les convictions de tout le monde ici, évidemment. Mais la seule question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes croyante? Alors, enfin, je vais le dire différemment pour être clair. Est-ce que vous croyez en Dieu? Oui, oui. Dans les deux questions, il y a le croyance et croire, en fait, et c'est plus du tout de l'ordre de cela. En fait, c'est une expérience. Je ne peux même pas me dire, est-ce que je crois dans le fait qu'il fasse jour le jour et nuit la nuit? C'est difficile de dire, est-ce que je crois que nous sommes dans une pièce? C'est plus de la croyance, c'est une expérience.
C'est tellement... Je vais reformuler. Est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Pour moi, Dieu est une évidence, si vous voulez. Je vais répondre comme ça. Pour moi, Dieu est une évidence et une expérience. C'est une expérience. C'est pas quelque chose qui concerne mes opinions. Même si ça l'a fait à un moment et que par moment, ça me questionne dans mes opinions aussi. Et je rajoute quelque chose d'important. Pour moi, ça n'a rien à voir avec la religion, ce que je viens de dire. Alors, déjà, j'aime pas le mot religion, si je peux l'exprimer comme ça. J'aime pas du tout ce mot. Moi, je parle de la communication qu'il y a entre vous et Dieu. Quand je parle de « est-ce que vous croyez en lui ?» C'est difficile de ne pas croire en son propre interlocuteur, mais c'est vraiment... Après, on le nomme comme ça, on en parlait avec Jean-Pierre aussi, on peut le nommer la source, on peut le nommer celui qui aide, on peut le nommer de toutes les façons qui nous est utile. On est dans un pays où on a brûlé 9 millions de personnes, qu'on a appelé des sorcières, pour leur croyance. On est dans un pays où il y a eu l'Inquisition, on est dans un pays où il y a eu des guerres de religion, on est dans un pays qui souffre encore de ce type de guerre et de violence. Et c'est pour ça qu'on est très sensible, on a très peur de nommer les choses. Et je pense que c'est vrai que c'est important de rester prudent avec ce que l'on nomme. Et plutôt, on peut nommer ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Et l'expérience, c'est l'évidence. Et l'expérience, c'est l'interlocuteur. Et c'est l'interlocuteur qui me transcende, qui m'aide et me guide, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est au-delà d'une croyance. Et c'est bien au-delà, je ne me sens pas du tout dans un... Pour moi, la religion est une appartenance. La religion... Je suis désolé, j'aime pas le mot religion. C'est une appartenance et la démarche spirituelle est un état d'esprit. Et donc, c'est pas du tout la même quête. Ça peut se rejoindre et j'ai eu des échanges extraordinaires qui m'ont fait du bien parce que je suis venue d'une famille divisée sur ce plan. Et donc, ça n'a pas été un sujet serein dans ma famille non plus. Et très divisé parce qu'évidemment, déjà, quand vous dites que vous avez une maman suédoise et un papa français, déjà, ça a des implications sur la culture, notamment sur ce registre-là. Et c'était assez fort, hein. C'est assez fort. Donc, je fais attention à ça et j'ai bien la notion qu'il y a une appartenance, il y a un état d'esprit. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est l'état d'esprit. Et puis ensuite, ça se discute. Juste pour finir sur le sujet, je me permets, mais en fait, moi je suis croyant et ma vie a changé depuis beaucoup l'année dernière en fait. Et quand je vous ai entendu parler, on n'est pas du tout en opposition. Au contraire, vous appelez les choses d'une certaine façon. Alors, oui. Moi, l'intuition, je l'appelle, c'est l'Esprit Saint. Et je suis en phase avec tout ce que vous avez dit. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas du tout opposés. Je sens bien, ça me paraît clair. Et c'est l'échange que j'ai eu avec frère Élie Laurent un jour, qui est donc un moine dans une abbaye, l'abbaye de Fleury, et qui nous avait accueillis pour un séminaire sur l'intuition. Et il est venu parler de l'intuition le deuxième jour le matin, et ce qu'il a dit a fait qu'au fur et à mesure, tout le monde, on était placés l'un en face de l'autre, et tout le monde s'est mis à nous regarder comme un ping-pong, comme ça, parce qu'en fait, il disait exactement la même chose que tout ce que j'avais dit, et en changeant à peine, en fait, le vocabulaire. Et moi, c'est par prudence, je suis d'une pudeur extrême avec ce sujet, mais ça vient d'une souffrance, ça vient d'une vraie souffrance réelle. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voudrais prendre, effectivement, vous dire, pour aller dans le sens de ce que vous dites, vous avez Paul Misraki, qui est un auteur qui a créé les chansons pour Misraki, pour Moustaki, Edith Piaf et tout ça, a écrit un livre qui s'appelle L'expérience de l'après-vie. En fait, ce bouquin, quand il l'a sorti, il y a 20-25 ans de ça, il a raconté l'histoire, comme vous avez pu le raconter, en disant que c'était arrivé à un de ses amis. Voilà, il était dans son bureau et il s'est mis à écrire quand il s'est mis à réaliser qu'il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et quand Misraki a pris sa retraite, justement avec tous les interdits qu'il y a, il a pris sa retraite, il a dit ce qui est écrit dans le livre, c'est à moi que c'est arrivé. Oui. Voilà. Donc c'est pour témoigner, parce que c'est vrai qu'on a effectivement beaucoup
difficulté, à pouvoir témoigner qu'il y a des choses qui se passent, être en relation avec cet invisible, et la peur d'être fou, de ne pas être pris au sérieux. Voilà. Oui, c'est très fort. C'est à moi un témoignage. Je rencontre des gens qui veulent éditer des choses un peu dans la lignée de Victoria, qui veulent pas que leur nom apparaisse, par exemple. Oui. Qui veulent soit éditer avec un pseudo, soit il n'y ait pas de nom du tout sur la couverture. Parce qu'ils ne veulent pas se retrouver moi, je l'ai vraiment vécu comme professionnellement, un coming out. personnellement. C'est la même violence, c'est la même difficulté. Et c'est vraiment, on se sent tout à fait tout nu. Mais c'était indispensable dans la démarche d'honnêteté. C'était indispensable de le dire. Mais c'était pas facile. Moi, je crois que c'est une capacité que nous avons chacun. Vous appelez intuition. Et pour moi, je le vis comme une fonction. Absolument. C'est comme ça que je le vis. Et au demeurant, vous avez Françoise Dolto qui dit que vous avez l'obligation de transmettre tout ce qui vous a aidé. Donc, nécessité de transmettre. En plus, Françoise Dolto, elle vient très bien. Ça me fait un mentor de plus. Tout à fait. Il y a un livre qui a été écrit il y a très longtemps, je l'ai découvert là, par Gita Malat. Le scribe de l'ange, je trouve que Dialogue avec l'ange. il y a un gros parallèle, je ne connaissais pas, j'ai voilà, une petite communauté là où on s'échange des vidéos, des mails, des connaissances comme ça. Et donc je l'ai écouté hier matin et je trouvais que c'était dans la semaine. Et c'est ça, le scribe de l'ange. Mais bon, elle est décédée en 92 et elle a eu ses messages en 43. Voilà. Est-ce que vous connaissez, ça vous parle, ça, les dialogues avec l'ange, Gita Malat? Magnifique. Oui, c'est extraordinaire. Et ce que j'ai lu récemment quelque chose qui m'a beaucoup touchée à ce propos, c'est que l'ange déjà à l'époque, ou les anges, parce qu'ils étaient... Oui, c'était 4. leur disait que... Parce qu'à l'époque, en fait, c'était... Je ne sais pas si vous réalisez... Enfin, moi, ça me sidère, justement, à quel point c'était hyper protocolaire, c'était à telle heure, tel jour, il fallait faire code, le vendredi à 16h. Midi. À l'heure où le Christ serait mort. 15h, c'est 15h. Ou c'est 15h, ouais, mais c'est l'heure de décès du Christ. Et alors moi, et moi, évidemment, dans ma manie d'avoir douté, je me suis dit, oh ben non, alors c'est pas ça qui c'est juste une... Et en fait, c'est simplement que, et c'est dit d'ailleurs, hein, je suis tombée dessus il n'y a pas très longtemps justement, c'était que ça allait être de plus en plus simple et de plus en plus... Mais parce qu'il le faut, parce que nous en avons besoin, qu'on ne peut plus attendre, en fait, ce rapport à l'invisible et ce contact à l'invisible et ce qui s'est passé pour vous l'année dernière se passe en fait de plus en plus et se facilite. Et même quand c'est déjà présent, je peux témoigner qu'en fait les perceptions continuent d'augmenter et à un rythme fort et par certains passages. J'ai vécu 2 fois des passages importants à 1 an d'intervalle, là fin novembre 2016 et puis le 17 décembre 2015. Ça continue en fait, ça continue de s'ouvrir constamment et fort. Et donc, c'est de plus en plus vrai que c'est tout le monde. C'était tout le monde, mais c'est de plus en plus ouvert. Et plus vous êtes dans l'axe, c'est normal. Enfin, pour moi, je le vis comme normal. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un état d'esprit. Plus vous êtes ouvert, vous ne pouvez pas être présente à l'autre si vous commencez à penser que vous allez tuer la belle-mère. Donc, je veux dire qu'effectivement, je suis présente, et plus je suis présente, plus ça s'ouvre. Puis c'est l'évolution vibratoire terrestre et humaine, et ceux qui ont déjà le canal ouvert, je veux dire, de façon innée, et qui l'entretiennent et qui l'acceptent, là du coup bien sûr que c'est encore plus, et puis ceux qui vont être dans la quête et dans la recherche, vont à ce moment-là, peuvent avoir une ouverture, et à ce moment-là... moi j'ai du mal à décliner, moi je parle plus de traumatisme. Je verrai plus, si vous voulez, je crois que pour moi c'est une fonction que nous avons tous, c'est des capacités. Et si vous pouvez regarder les personnes qui ont ces capacités-là, elles se sont toutes pris une pelle sur la tête. Ça, c'est clair. Donc, c'est clair. On n'a pas su. Oui, c'est une ouverture. Ce que l'on appelle, enfin pour moi, je le vis comme quelque chose de normal, de très primaire. Ça peut être secondaire, on arrive à accéder à un autre niveau, mais c'est pour moi extrêmement primaire.
On ne va pas féliciter le chien qui est en train de bouger la queue alors que vous êtes en train de regarder la télé, alors que lui, il a senti que votre mari arrive. Alors que ben, c'est exactement pareil. Moi, ça veut dire que je vais décomposer ce que vous dites, essayer de le rationaliser parce que ça fait partie déjà de mon quotidien. Et je pense, et je peux vérifier que tout un chacun, avant ces capacités-là, encore faut-il accepter de les avoir. C'est une question de confiance. En fait, on ne manque pas d'intuition, on manque de confiance en soi. Et on n'a pas besoin de développer son intuition, on a besoin de développer sa confiance. C'est ça, c'est ça. Pour moi, c'est plutôt ça. Et c'est finalement, c'est la relation à soi, en toute simplicité. La relation à ce qu'on ne comprend pas. Et c'est vrai que le fait de rester simple, le sens de l'humour aussi, c'est pas mal, ça aide bien. L'autodérision, ça aide. Oui, ah oui, c'est rieur de notre côté. C'est très rieur, mais alors vraiment. Je dirais même qu'on est les plus sérieux. Moi, il y a cet après-midi là, il y a une personne qui est venue me voir après l'exercice de pivot qui m'a dit c'est normal que mon ange fasse de l'humour. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je dis mais le sens de l'humour vient de là, quasiment. Enfin, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous vient. Les jeux de mots, par exemple, c'est des jeux de mots. C'est la capacité à jongler avec le vocabulaire, de dire des choses qui peuvent en dire plein d'autres. C'est De Vos, par exemple, c'est vraiment quelqu'un d'inspiré. C'est quelqu'un qui vient me dire, c'est vraiment, c'est quelqu'un d'inspiré. Quand on est capable, c'est vraiment pour moi la même chose. Et c'est surtout très rassurant. L'ego est soluble dans l'humour. C'est vraiment... Et ça, c'est vraiment une chose importante. Mais déjà, inspirer, c'est spirit. Spirit, c'est le souffle. Et le souffle, c'est le souffle divin. Quand on est inspiré, c'est puis la spirale aussi. Alors moi, je ne suis pas allée visiter les Celtes, mais les Celtes disent que le 1er mai, c'est la fête, effectivement, de ces esprits qui sont là. Ce jour-là, ne pas travailler, tout simplement les honorer. Donc, je fais mettre 3 bougies pour ce jour-là et ne pas travailler, ne pas les solliciter. Parce que là où on croit c'est nous qui réfléchissons, en fait, on est aidé en permanence. Et en fait, le 1er mai serait une fête celtique. Voilà. C'est une fête celte au départ. Mais en fait, on retrouve ces célébrations et on va les retrouver chez les Sames, donc en Laponie, on va les retrouver dans tous les peuples premiers. Finalement, on retrouve un calendrier. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de s'apercevoir qu'il y a une sagesse. C'est pour ça, quand j'entends, effectivement, c'est quelque chose de primaire, en tout cas, c'est quelque chose de très ancien. C'est pour ça aussi qu'Einstein dit, nous l'avons oublié. Il s'agit plutôt de s'en souvenir. Et alors, c'est magnifique si on arrive à associer ce que nous avons découvert depuis, tout en ayant la simplicité, la joie, le bonheur de se laisser à nouveau inspirer. Oui. Et c'est en effet vraiment, vraiment mon quotidien, une chance. J'ai l'impression d'être un peu comme... c'est un peu comparable au métier de sage-femme, d'une certaine manière, d'observer. D'ailleurs, l'obstétrique, c'est attendre et observer. C'est plus tout à fait ça. Hein. Mais on n'attend plus beaucoup. Mais c'est vraiment... C'est là. C'est là, et c'est de voir dans les ateliers comment ça va sortir et comment, effectivement, comment est-ce qu'on le freine. Parce que il y a des choses, on passe plus de temps à freiner tout ça parce que nous avons besoin, en fait ça nous effraie tellement de ne pas contrôler que du coup on va se donner l'illusion totale hein, que l'on peut contrôler, freiner, que l'on peut rationaliser tout comprendre et tout maîtriser. Et manger dans les classes pour bien expliquer, pour bien... C'est en fait, et c'est à nouveau Denis Marquet que je cite, mais c'est se placer soi-même à l'origine des choses. Nous ne sommes pas à l'origine de nous-mêmes déjà. Ce sont... Ben, c'est-à-dire, je ne me suis pas moi-même mis au monde, et c'est même pas mes beaux-parents. Enfin, mes parents, c'est très bien, ils ont fait sûrement très bien les choses. Voilà. Mais enfin, ce que je suis, qui je suis, ça procède d'un mystère. Nous procédons tous, nous sommes tous un mystère. Et en même temps reliés. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, les champs de recherche ou de travail que j'aime actuellement, c'est à la fois le travail intérieur et de lien vraiment, d'être la plus disponible. J'ai envie de parler de disponibilité. D'être la plus disponible possible à ce qui nous traverse,
Et puis l'autre champ, c'est d'être la plus possible reliée, c'est-à-dire de retrouver l'unité. Donc par exemple, quand on crée un groupe comme ça, c'est de sentir comment nous sommes reliés, comment est-ce que tout circule, parce que ça me fascine aussi, et je trouve qu'il y a des clés très importantes pour notre avenir proche, voire notre présent, c'est de nous relier à nouveau. J'invente rien quand je dis ça, évidemment, hein. Mais je vous dis comment ça se passe en moi. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait d'autres questions, d'autres partages sur des rêves prémonitoires, des expériences? Oui, vous parliez du mystère de l'obstétrique, mais je trouve qu'on peut prendre le même pour le gériatrique, et peut-être encore plus mystérieux, parce qu'on est censé aller vers la mort, mais en confiance. Et donc j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Quelle est votre petite voix qu'elle vous dit Sur la mort? Ouais. Sur l'âge? Est-ce qu'il faut être dans le déni? Les deux vont de pair en général. Non, Pas forcément. pas forcément. Juste un point, Oui. ils disent la mort et la vie, ça perd, non? Non, mais justement, j'ai une réponse. Il y a 2 jours, je regardais Edgar Morin à la télé, il y a 95 ans, je me dis, il n'est pas dans la mort. Ben oui. Du tout. Et on peut être mort beaucoup plus tôt, Ah ben, évidemment, sans en avoir peur. Ouais. En fait, il y avait je sais plus dans le livre, mais j'avais posé cette question il y a tout un moment où j'ai eu envie en fait de dialoguer sur ce sujet-là, sur la mort, sur la vie. Et je me souviens de ce passage juste en une phrase, c'est le contraire de la vie n'est pas la mort, le contraire de la vie c'est l'absence de soi. Et la mort étant, pour moi, bon, je vous dis tout, hein, je suis transparente. C'est je le vis, il n'y a pas écrit c'est la vérité ici, hein, il y a écrit c'est mon expérience. Voilà. Et l'expérience que j'en ai, puisque je perçois, je reçois aussi de ceux qui ont fait ce passage-là. Et donc, quand ils viennent, d'abord on les reconnaît très bien, et on garde leur identité, y compris des gens que je ne connais pas, hein, c'est d'autres qui me disent « Ah, je reconnais très bien ». Et surtout, ils nous disent à chaque fois, tout le temps la même chose, je ne suis pas mort, je suis vivant, je suis pas mort, je suis vivant. Tous, invariablement, c'est je suis vivant, arrête de dire, arrête de pleurer, arrête de machin, je suis vivant. Donc, forcément, pour répondre à ta question, forcément, j'ai obligé de te dire, mais de quelle mort tu parles? Je ne parlais pas de celle d'autrui, je parlais de la nôtre. Parce qu'on est né, c'est un fait, on est là, on n'a pas contrôlé. Par contre, là, c'est une question consciente. On y va, on sait qu'on y va, et comment on l'aborde. Et comment on l'aborde? Est-ce qu'il y aurait une notion d'âme qui serait une notion supérieure, qui serait dans une sphère autre? Sphère, je ne sais pas. Ça se passe un peu comme soit une autre échelle, soit, on le dit souvent, comme un autre plan, quelque part. Mais et ce que nous apprenons toute notre vie, et pas seulement... enfin, ce qui nous amène vers la mort, ce que nous apprenons, c'est lâcher. Et il y a des tas de choses qui nous font lâcher ce qu'on croit important, jusqu'à lâcher le corps. Je le vis comme ça. C'est-à-dire à apprendre à lâcher, apprendre à laisser et à accueillir finalement. Parce que la mort, ça s'accueille. Parce qu'en fait, à la place... c'est dans les dialogues de l'ange, il y a une phrase qui m'est restée complètement... j'y pense pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, c'est le germe et la mort du grain. Le germe, c'est la mort du grain. Et ça, je crois que pour notre mort, c'est exactement la même chose. Quand vous observez toutes les pelles qu'on s'est prises, les pelleteuses, en fait, on a perdu quelque chose pour récupérer autre chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu autre chose, et c'était même déjà là, sauf qu'on ne le voyait pas, c'était déjà là, et ça prend le pas. Et pourquoi ce serait différent? C'est-à-dire, une fois que le corps, la matière, ce plan, on le quitte aussi pour quelque chose qui est déjà là. Bon, la vie a placé sur mon chemin de thérapeute 2 personnes que j'ai connues et accompagnées avant qu'elles meurent, avant leur passage, et notamment Camille. Camille avait exactement 20 ans, moins une semaine. On avait 20 ans d'écart, et elle allait avoir 20 ans, et moi j'allais avoir 40 ans.
Et elle est partie avec la suite d'un cancer des os extrêmement douloureux. C'était la fille unique d'un couple que j'ai continué d'accompagner ensuite. Mais ce qui était assez fort dans ce qui s'est passé avec Camille, c'est que elle a absolument souhaité que je vienne. Je vivais en Guadeloupe au moment où on s'est rencontrés. Elle était malade, mais je la voyais chez elle. Et ensuite, elle a été transférée Gustave Roussy à Paris pour la fin. Et elle a souhaité absolument me voir pour un texte. Et moi, j'étais en plein déménagement, c'était assez compliqué. Et ça me demandait toute une journée quasiment pour aller la voir, ce que j'ai fait quand même. Mais il a fallu décaler un petit peu. Et donc je l'ai vue le 9 juillet 2010. Et je suis allée... donc on m'a fait mettre les chaussons, le truc, la Charlotte, le truc, tout était complètement comme ça. C'est assez impressionnant d'arriver là. Et je suis arrivée dans la chambre de Camille et elle n'avait plus du tout l'aspect de cette très belle jeune fille que j'avais connue. Elle avait beaucoup changé. Et elle reposait, elle était déjà dans un coma en fait, mais elle était là. Et les infirmières ne comprenaient pas pourquoi elle restait encore. Elle restait. Personne ne comprenait pourquoi, parce que ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle devait partir, selon ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et je me suis dit, bon, elle n'est pas là consciemment, mais pour moi c'est évident que je fais quand même une écoute. Donc j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis mise à l'écoute et j'ai commencé à taper quelque chose. Et ce qu'elle a exprimé, c'était que c'était déjà là, c'est-à-dire c'est cette notion du germe et du grain. Il dit voilà, bon, alors arrêtez tout de suite de vous inquiéter pour moi, ça commence à bien le faire, reconnaissez que c'est sur vous que vous pleurez, ça c'est bon. Et bon, moi j'ai absolument besoin de rien, arrêtez de m'entourer. Là c'est bien, il y a ma grand-mère, il y a mon chien, enfin c'était que des personnes de l'autre côté qui étaient là dans la chambre, d'après ce qu'elle disait. Ma grand-mère me tient la main, et vraiment tout va bien, mais tout va très bien. Et il faut s'occuper de ma mère ce soir. Et elle est partie le soir même. Et en fait, cette lettre, c'était une lettre. C'était une lettre adressée à ses parents, et ses parents l'ont vécue comme une lettre d'adieu. Ils m'ont téléphoné quelques jours après, ils ont eu besoin qu'on se parle, et ils ont besoin de savoir aussi si elle continuait de me parler, et il se trouve qu'elle est venue plusieurs fois ensuite, et je reconnaissais parfaitement son ton, sa délicatesse, c'était assez particulier quand même. Pour moi, ça m'a appris, c'est comme si ça m'a... Enfin, j'ai apprivoisé ce sujet-là. Voilà, au sujet de la mort, et puis je pense à Jackie, je pense à d'autres personnes qui ont pu exprimer des choses juste avant. Mais Camille, c'était vraiment comme si elle avait attendu, et ses parents sont sûrs qu'elle a attendu de pouvoir s'exprimer comme ça. À travers elle a dit des choses pour son père, elle a dit des choses pour sa mère, et elle était déjà de l'autre côté alors que son corps était encore là. Donc c'est pour ça qu'il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la transition, comme dans toutes les épreuves qu'on a vécues, où il y a des moments où on est encore un peu dans l'ancien, et dans une séparation par exemple, où on est encore en train d'habiter avec l'autre, mais alors c'est pas encore, c'est plus machin, c'est des moments de chaos, c'est terrible à vivre et tout, et puis après on est dans le nouveau. Et c'est plus ou moins facile, mais c'est comme ça. Et en fait on n'arrête pas de vivre ça, et je vois la mort comme une étape, pas comme les autres, mais presque. Donc, notre façon d'aller vers la mort, c'est de vivre. Et de vivre, notamment, c'est peine. Et ses appels aussi. J'avais deux questions à vous poser, très, très pragmatiques, par rapport à l'écriture. Vous écrivez donc sur un ordinateur? Ou vous écrivez jamais à la main? Ça m'est arrivé aussi. Alors, quel distinguo vous faites? Et puis, est-ce qu'il y a des périodes où vous écrivez plus que d'autres? Il y en a où vous n'écrivez pas du tout, parce que vous êtes préoccupé par la vie, par le quotidien ou d'autres choses. Il y a des moments où ça vient et plus facilement. Voilà. Bon, c'est exactement comme ça déjà. Il y a des moments où, au départ, ça m'inquiétait. Je me suis dit, oh là là, je m'en voulais, c'est pas bien, je ne suis pas disponible. Et puis, il y a des moments où ça vient. Et la dernière fois que ça m'a fait ça, c'était en février. Je suis partie, je suis intervenue à Singapour. Et je me suis pris une semaine et j'avais absolument pas envie d'aller là. Je me suis mise dans... Je suis pas très ville. Donc, je suis partie sur une île en face et je me suis mise dans une sorte une case, voilà. Et justement, ça va répondre à vos deux questions. C'est
que je me suis mise à écrire, c'est-à-dire j'ai ouvert l'ordinateur et j'ai tapé. Bon, la question entre l'écriture comme ça et l'autre, c'est que ça va beaucoup plus vite à taper qu'à écrire. Il y a une vitesse, et puis j'ai moins mal aux muscles des mains, parce que ça va très 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 vite. Et vraiment très vite. C'est-à-dire quand je tape, c'est... Et la résilience est la même. Comment? La résilience est la même. Oui. Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et la différence peut-être, c'est quand j'ai rien pour écrire et qu'on a besoin de garder une trace et tout ça, et du coup je l'enregistre à l'oral, là c'est un peu différent. Le contenu non, mais il y a quelque chose de différent. La trace écrite est quand même quelque chose de très important. Et ce qui s'est passé en Indonésie, enfin, sur cette île-là, c'est que j'avais 4 jours. Ça s'est même arrangé pour que je rate mon bateau. Enfin, je n'ai fait qu'écrire de 7h à minuit, tous les jours, tout le temps, non-stop, dans un truc, dans un flux comme ça. Et il y avait des pannes d'électricité, des pannes de connexion, des machins. J'avais apporté, comme par hasard, alors que j'étais vraiment, j'avais pas de place, quoi. J'avais apporté un cahier, j'écrivais comme ça, etc. De mémoire, j'étais restée sur le truc. Et c'est parti, donc ça n'avait pas d'importance en fait. L'important c'était de créer un espace. Et ce qui s'est écrit m'a énormément surpris. Mais énormément surpris. Partagé avec Jean-Pierre, parce que je suis bon, alors... j'ai écrit, mais alors c'est pas du tout ce que je pensais. Et c'est allé sur des sujets très très graves que je connaissais pas très bien. Et c'était un peu une épreuve aussi, parce que je me suis dit, je suis pas sûre de... Quand c'est un sujet grave, je peux pas écrire de bêtises. Et quand je suis rentrée en France, j'ai passé le dimanche de décalage horaire à regarder, aller sur les sources du sujet en question. C'est vraiment un sujet existant. Et quand j'ai tout retrouvé, c'était un peu surprenant. Et j'ai retrouvé des choses, j'ai retrouvé des éléments qui étaient, pour moi, des éléments de la fiction et qui étaient des choses qui avaient vraiment eu lieu. Donc ça, c'était assez étonnant. Je me suis dit, ok, bon, donc ça reste au service, c'est ok. Et maintenant, je pars vendredi prochain en Suède et je ne sais pas s'il y aura des pannes d'électricité, mais j'ai vraiment envie d'écrire. Ça me manque. Mais j'ai accepté ça, d'avoir des périodes... Et tout est cyclique. Alors, nous les femmes, on le sait un peu plus que vous, mais tout est absolument cyclique. La nature nous le montre. Et donc, il y a des journées, des moments yin, des moments yang, des moments yin, des moments où j'écris, des moments où... Et tout est... Et ça va, et ça va. On a du temps. Enfin, celui qui nous est donné, nous est donné. Je ne sais pas si je vous ai répondu. Oui, tout à fait. Oui. Non, parce qu'il m'arrive d'écrire aussi. Donc c'est pour ça que j'essaie de voir un peu votre expérience et un peu la mienne. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où je n'écris absolument pas. Mais je me lève la nuit en fait. Ça a commencé comme ça. Ouais. Par contre, vous pouvez écrire, j'allais dire sur commande, non pas vraiment, mais en fait quand vous posez à n'importe quel moment de la journée, vous pouvez être inspiré et commencer une écoute comme vous dites. Alors si c'est une écoute avec quelqu'un, c'est absolument n'importe quoi. Y compris quand je suis épuisée. Mais oui, c'est vraiment n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Quand c'est écrire, eh bien, si je suis encombrée dans ma tête, la place que j'arrive à faire quand j'accompagne quelqu'un, ça commence à bouger, ça. Je commence à trouver... Et je me suis rendu compte, en tout cas, que la croyance qu'il faut se mettre dans un truc super calme, avec personne, c'est pas vrai. J'adore écrire dans les cafés, j'adore écrire quand il y a plein de monde. C'est du rituel, en fait. Oui, je me souviens avoir écrit un passage, j'étais dans la salle d'attente de l'hôpital avec ma fille qui devait se faire plâtrer le bras, puis j'étais là, je me suis dit, ah ouais, tout est possible. Non, c'est pas... c'est moins... En tout cas, quand on construit l'idée que ça doit être comme ci ou comme ça, on se complique la vie. Mais ceci dit, ouais, l'écriture est quand même quelque chose de c'est subtil, ça a besoin d'être avec un espace et en même temps assez de simplicité. Partir du principe que ça va venir, comme si on était déjà au milieu d'une phrase en fait. Et ça marche quand on est déjà au milieu d'une phrase. Bon, il y a la suite qui vient et puis la suite vient. Mais surtout ne pas s'en vouloir.
quand ça vient pas, enfin quand on est à autre chose. Oui, c'est vrai que c'est un peu la tendance, de dire, voilà, est-ce que c'est mon univers, mon quotidien qui empiète sur cette partie de ma vie, donc on dit peut-être que voilà, on commence à trouver à chercher des explications, des raisons, on mentalise un peu trop. Oui, ça c'est clair. Ouais. En revanche, ce que je t'invite à faire, c'est de te dire, ok, il y a des explications diverses, variées, elles valent ce qu'elles valent, mais vraiment, demande à ton être profond de dire, je me rends disponible. Trouve un moment, je désire écrire, je désire me rendre disponible. Là, pour le moment, je peux accepter qu'il y ait autre chose dans ma vie, mais quand c'est le bon moment, ne me laisse pas gâcher ça. Et ça veut dire qu'en fait, tu te rends, tu génères quelque chose qui aura lieu à un moment donné, que tu n'as pas besoin de maîtriser, tu vois, ça aura lieu à un moment donné. Mais tu crées l'espace par ton intention officielle, on va dire. Ça marche assez bien comme ça aussi. Ouais. Oui. Moi, je voulais savoir comment différencier en fait une idée classique, basique et passagère, voire même peut-être une peur qui parle, à la petite voix qui est l'intuition. Ah, très bien. Question intéressante. Ça, à chaque fois, c'est après. Mais oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est une question importante parce qu'à l'intérieur, on pourrait dire, ah ben c'est bien, il y a la petite voix. Bah, s'il n'y en avait qu'une. C'est ça. Plusieurs. Mais c'est une véritable cacophonie. Et alors comment est-ce qu'on fait, le ménage là-dedans? Et oui. Alors déjà, comment? Oui, moi, c'est une chose qui m'a surpris, c'est que déjà de faire ce constat-là à un moment donné, de se rendre compte qu'il y avait plusieurs choses et qu'à un moment donné, c'était vraiment clair qu'il y avait des choses, je ne sais pas comment vous appelez, des instances, mais qui parlaient pas le même langage. Pas le même langage. Pas le même langage. Ni le même style, ni même le... Effectivement, c'est question de alors. Je suis schizophrène ou quoi? Oui, qui est juste. Qui est juste. Et qui est juste? Alors ça, c'est ta question, je suppose. Et ce savoir distinguer, c'est quelque chose qui m'a tenue pendant longtemps, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des craintes. Bon, plusieurs choses par rapport à ça. Alors d'abord, c'est effectivement des instances, on peut l'appeler même la tribu intérieure, c'est vraiment les parties de soi, enfin comme on veut. Et c'est une réalité à la fois psychologique et psychique, à un tel point que si on isole une personne dans un lieu complètement, phoniquement isolé, et que la personne, on place des électrodes pour mesurer l'activité cérébrale de cette personne qui est dans un silence total, et bien la zone de son cerveau qui est destinée à l'ouïe, cette aire-là est active. Il n'y a rien à écouter, rien d'autre que la cacophonie. Donc en fait, ça s'appelle l'endophasie, le fait d'écouter ça. Donc d'entendre des choses, c'est tout à fait normal. On ne peut même pas d'ailleurs, ça s'arrête. Si ça s'arrête, vous ouvrez tout de suite un ashram. C'est ça. Ça s'arrête dans la méditation. C'est ça. Ça peut ça. Alors ça s'arrête, ça se distance, ça s'observe surtout, ça se calme. Et ce calme-là est intéressant. Parce qu'à ce moment-là, ce qui émerge est d'une autre qualité. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des codes? Un code, tout simplement. Si je suis au service, je me place au service. Donc le code, c'est moi qui vais le passer, c'est moi qui le pose. Ce qui est certain, c'est que nous sommes le capitaine à bord. Oui, et donc je ne veux pas être débordée par quelque chose qui ne sert à rien. Voilà, donc pour moi, c'est capital. Oui, on sent là une autorité naturelle sur cette tribu intérieure. Et c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui va compter, c'est l'intention. Oui, c'est ça. Alors, parfois la volonté, mais ça va être l'intention. C'est-à-dire que si c'est ton intuition, si c'est celui qui aide que tu souhaites écouter ou qui te parle, que tu entends, et tu ne sais pas si c'est ça, déjà c'est d'en avoir l'intention. Et tu lui parles directement, tu lui dis, bon moi c'est à toi que je m'adresse. Et en lui posant une question, la réponse qui vient, c'est la sienne, parce que c'est elle. C'est à cette partie-là que tu t'adresses. Et c'est dans la confiance, tu te rends compte l'importance de la confiance du coup. En revanche, les peurs, les préjugés, les machins, donc le séparateur en gros, le séparateur c'est ce qui se fait passer pour, ou qui t'emmène dans des trucs.
Bon. Alors là, il y a un truc après coup où tu peux le reconnaître aisément, c'est que c'est bourré d'arguments. Alors, c'est plein d'arguments, ça te fait ressentir de la colère, ça te fait ressentir de la peur, ça te fait ressentir des émotions de ce genre, ça te fait donner des envies de vengeance, des envies de... Tout ce qui te fait, tout ce qui n'est pas une envie d'unité, tout ce qui n'est pas de la joie, tout ce qui n'est pas du calme, ne vient pas de là. Ça vient plutôt du... Ouais. Hein? Voilà. Donc, à l'intérieur, on a des tas de choses qui sont... Alors, on va avoir... par exemple, dans le registre de la psychologie, des choses qui nous aident à comprendre cette cacophonie intérieure, notamment ce qu'on appelle les états du moi dans l'analyse transactionnelle, avec une partie plutôt parentale. À l'intérieur, on peut avoir une partie qui nous dit, bon là, quand même, il faut dire bonjour à la dame, il faut ci, il faut ça, c'est les codes en fait, c'est ce parent normatif. Oui, c'est ça, Ouais. ça s'appelle exactement comme ça s'appelle le parent normatif. Ça se développe au fur et à mesure, c'est plus ou moins présent chez les gens, c'est bien qu'on ait un petit peu quand même, pour vivre correctement dans ce monde, dans une harmonie sociale, donc ça aide un peu. Quand même, d'en avoir un peu trop, ça devient pénible, parce qu'en général, on devient normatif avec les autres et c'est pénible pour tout le monde. Mais, donc il y a cette notion un peu parentale comme ça, et puis il y a un parent plutôt nourricier. Alors en France, on n'est pas très riche en ça. Hein, parce qu'on nous le désingue bien à l'école, ça, ce truc. C'est vas-y, tu vas y arriver, t'es bon, tu peux le faire, tu peux machin. Ce qu'on nous dit, nous, c'est tu peux mieux faire au mieux. C'est pas tout à fait normal, c'est pas tout à fait nourricier. Voilà. Et donc, on peut avoir ça à l'intérieur de parental. On peut avoir aussi quelque chose de plutôt infantile. On va avoir celui qui est rebelle, celui qui est soumis, celui qui est libre, qui crée, qui est spontané, qui a envie de faire des choses. Donc il y a plein de choses. Donc tout ça, c'est des voies et tout ça, c'est des instances, effectivement, avec un style très différent. Quand c'est la norme qui part, c'est pas du tout pareil que quand c'est oh, ras-le-bol, hein, je m'en fous de toute façon, j'y vais. C'est pas exactement le même style, c'est pas la même part qui va. Donc tout ça, ça parle et c'est pas d'accord et ça fait des conflits intérieurs. C'est ce qui nous amène par exemple à ne pas parvenir à prendre une décision. Et bien quand on n'arrive pas à prendre une décision, c'est voilà, des instances qui sont... C'est juste un débat qui ne se termine pas parce que... Voilà, mais pendant ce temps-là, dans cette cacophonie, et c'est pour ça qu'on l'appelle la petite voix, et bien la petite voix, pour l'entendre, il faut faire silence. C'est pour ça que la méditation est une merveilleuse voix pour VOIE, pour entendre cette petite voix VOIX. Et donc voilà, c'est vraiment la façon de reconnaître les peurs, c'est que, enfin, ce qui n'est pas celui qui aide, ben, c'est ce qui t'aide pas. C'est en gros ce qui va te poser problème. Dès que ça te pose un problème, dès que ça t'aide pas, que c'est pas calme, que c'est pas joyeux, que c'est pas drôle, que c'est pas ça. Est-ce qu'on peut associer un ressenti corporel justement par rapport à la justesse de la voix? Oh, en tout cas, c'est très physique la justesse. C'est vous qui parliez d'un alignement, on parle d'un alignement. En fait, c'est vraiment quelque chose qui se passe ici, c'est très physique. La justesse, c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait presque mesurer, vérifier. Quand c'est juste, on le sait. C'est un petit peu comme si on est plusieurs devant la Lune, et si on est en train de discuter si elle est pleine ou pas pleine, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle n'est pas pleine. Parce que si elle est pleine, tout le monde est d'accord. Hein. Pardon, elle est belle. Ah, non. Et c'est vraiment, et on peut, la justesse c'est quelque chose, c'est un cadeau qui nous est fait. Pour moi, c'est un indicateur fondamental, parce qu'en fait, c'est ce qui va nous aider à surmonter le désaccord, le ridicule, tout. C'est extraordinaire de pouvoir se mettre à l'écoute de la justesse. Mais ça veut dire vraiment être centré en soi et malgré la cacophonie, plutôt se tourner vers l'intérieur et sentir ça. Oui. Même si ça continue à cacophonie. Ah, ça va continuer. Mais en fait, moi j'aime bien l'idée de l'autorité là et de dire stop, c'est bon, on se calme. Il y a, j'aime bien le petit bambou, sans doute vous connaissez peut-être cette. Propose une crise de calme. La crise de calme elle dure 3 minutes et je trouve ça intéressant. On se calme là-dedans et de se dire allez, on arrête, on fait poser
la neige, là, de la boule. Voilà, ça se calme. Et à partir de là, on va reprendre la situation, et dans la situation, se poser la question, ok, si j'avais pas peur, je ferais quoi? Je place quand même les choses comme étant pas avoir la confiance en soi. Je place les choses en ayant la confiance dans la vie, ce qui est complètement différent. Parce que si je suis dans la confiance en moi, je suis dans le résultat. Or, si je suis dans la confiance dans la vie, je risque rien. C'est une étape, disons, parce qu'on est tellement abîmé dans notre relation à soi-même, on se dévalorise tellement, on s'abîme tellement, ce qui n'est peut-être pas votre cas, mais c'est le cas de plein de personnes qui ont d'abord besoin de savoir qu'elles n'habitent pas dans un ennemi. Qu'elles sont quand même... Oui, bien, je pensais que vraiment on risque rien. Enfin, vraiment, si je suis dans la confiance dans la vie, c'est pour ça que je peux donner un ordre. Ça veut dire stop, je risque rien. Enfin, pour repartir, le jour où je viens au monde, je sais que je vais mourir. Donc, entre-temps, je peux peut-être prendre le temps de vivre. C'est extrêmement logique et extrêmement vrai, et ça semble simple, et ça ne l'est pas toujours pour tout le monde, parce qu'il y a des freins qu'on ne décide pas d'avoir. Les personnes pour qui c'est pas simple n'ont pas choisi que ce soit compliqué. Il y a des personnes pour qui l'histoire transgénérationnelle, l'histoire tout court parfois, suivant le nombre de pelleteuses qu'on s'est pris, peut rendre un peu prudent, et peut rendre aussi... Par exemple, il y a des choses qui... Enfin, j'observe que la relation de paix avec soi est un appui pour ensuite, comme soi, c'est la vie. C'est le lieu où on peut en témoigner le plus, parce que c'est le lieu où on en fait l'expérience sensorielle. Donc la vie, ça ne veut rien dire ailleurs qu'en soi d'abord. Et ensuite, c'est partout. Mais elle commence à l'endroit le plus perceptible, elle commence avec nos sens, elle commence avec vraiment ce que je suis ici. Et donc, pour des personnes très abîmées et qui détestent être vivantes, ça arrive, hein, qui détestent être elles-mêmes, qui détestent cette vie, qui détestent la vie aussi, ça arrive pour différentes raisons, on peut repartir sur quelque chose de vraiment, ok, respirer. On peut maintenant peut-être sentir ce que l'on voit, les couleurs, la température, se mettre petit à petit à revenir dans qu'est-ce que c'est d'habiter ce corps, et ok, je vais me donner le bénéfice du doute pour petit à petit entrer à nouveau, se réconcilier à nouveau avec la vie et tout ça, pour retrouver cette évidence que vous vivez. Parce que ce n'est pas... c'est à la fois simple et évident, et ça a besoin de le devenir pour certaines personnes. On a besoin de retrouver un chemin vers ça. Il y a des gens qui savent en eux, c'est inné, et puis d'autres qui sont en devenir et qui sont en apprentissage aussi. Moi, je reviens toujours à l'inné où j'ai du mal. Enfin, si vous voulez, moi, je suis partie du principe que je ne crois pas à la souffrance. Voilà. Donc, je ne dis pas que la souffrance n'existe pas, mais c'est d'aller chercher le sens. Pourquoi sommes-nous amenés à souffrir? Et donc, ça m'a permis d'être dans cette écoute, puisqu'en fait, c'est la capacité, les fonctions qui sont des miennes, capables d'entendre, de voir et de sentir. Donc, tellement, donc je dis, je ne veux pas recevoir d'informations qui ne servent à rien. Voilà, c'est clair. Et donc, un jour, notamment, j'étais en train d'aider quelqu'un, et tout d'un coup, j'ai une douleur dans l'oreille. Je dis, qui souffre? Est-ce que c'est moi? Est-ce que moi j'ai un truc? Ou est-ce que c'est une indication que j'ai pour la personne? Or, donc, j'ai posé le code. Je dis, si c'est pas moi, si c'est pour la personne, ça va me repiquer beaucoup plus. Et ce qui a été le cas, et c'est avéré que la personne avait du diabète, donc je suis allée mettre le doigt, c'était très simple, je suis allée mettre le doigt là où j'avais la piqûre, moi. En fait. Et c'est des codes en permanence. Je trouve qu'il y a des capacités. Encore faut-il s'ouvrir pour recevoir. Voilà. Donc pour moi, je pense qu'il y a cette capacité, c'est ce que vous faites. Bien sûr. Vous ouvrez pour recevoir, et il n'y a pas de maîtrise à ce moment-là. C'est justement parce qu'on ne maîtrise rien que ça arrive. Oui, on est attentif. Oui, c'est être présent. Oui. Quand vous étiez enfant, c'était quoi le trop-plein d'imagination pour les adultes?
C'était deviner des choses qui allaient se passer ou C'était des amis imaginaires que je voyais. Alors pour moi, Jésus n'était pas du tout mort, hein, parce que je le voyais régulièrement. C'était... Alors le Jésus comme on voit, comme on nous l'a dessiné là dans les livres catho ou dans sa vraie vie? Le vrai personnage, je suis pas forcément bien celui qui est incapable dessiné. de le répondre parce que j'étais pas là il y a 2000 ans, mais donc je ne sais pas. C'est-à-dire, je me souviens surtout d'une présence, il y avait quelque chose de l'ordre de ce qu'on peut voir aujourd'hui, mais bon, il n'était pas, je ne veux pas dire, voilà, avec sa barbe blonde et son truc, c'était pas ça. Mais vous saviez que c'était lui. Voilà, c'était plutôt ça. Pour moi, c'était ça, c'était l'évidence, c'était surtout sa présence, et puis ensuite ça s'est arrêté et c'est revenu en 2008 de façon extrêmement forte, ça a été brutal en fait, même, parce que j'étais adulte et je me posais des questions que je n'avais pas besoin de me poser, mais qui étaient... Et ça a été très compliqué de le vivre à nouveau, ça. Donc l'imagination, elle portait beaucoup sur ma relation. J'allais toute seule, je laissais ma famille, puis je partais à l'église comme ça. Je suis allée faire semblant. J'ai dit que oui, j'ai fait plusieurs fois ma première communion, en disant oui, j'ai préparé, puis je suis allée communier. Et puis les gens étaient là avec leur famille, puis moi je rentrais après à la maison, j'allais déjeuner, personne ne savait ce que j'avais fait. J'étais allée à l'église toute seule. Bon, j'étais un peu bizarre, quoi, voilà, d'après les autres. C'était une sorte de bizarrerie ou d'imagination, mais c'était de l'imagination aussi. Je me racontais des histoires, j'étais tout le temps dans mon cerisier, là, je grimpais dans l'arbre, je me mettais là, ou dans le figuier, ça dépendait. Et puis je pouvais rester là des heures. Donc je ne sais pas trop répondre à ça. C'était plus, pour moi c'était normal de parler avec les animaux, c'était normal d'entendre mon chat, c'était normal, enfin voilà. Bon, après j'ai compris que c'était de l'imagination. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était normal d'entendre mon chat. Mais il y a eu un peu aller-retour. Jusqu'à quel âge vous avez pu la vivre, cette imagination? On parle souvent de 7 ans, jusqu'à 7 ans, l'enfant est libre, si je puis dire, mais après... Je ne sais pas exactement. Je ne sais pas exactement. Ce qui est certain, c'est qu'ensuite, j'ai pris des coups sérieux. À ce moment-là, c'était terminé. J'ai vécu des choses plutôt difficiles vers 11 ans, donc à ce moment-là, c'était complètement terminé. C'était vraiment l'enfance plutôt. J'écoutais rien en classe, rien. Je ne sais pas pourquoi je passais d'une classe à l'autre d'ailleurs, je ne sais pas comment ça venait, parce que j'étais constamment dans la cour. J'étais absolument pas du tout en classe. Voilà. Donc c'était plutôt une façon de partir un peu. Comme un électron libre. Très, oui. C'est un peu mon surnom. Ça gêne les adultes. Oui. Enfin non, parce que j'étais très sage du coup. Alors c'était bien, on pouvait me ranger. Non, ça avait un côté pratique, il paraît. Ouais. Quand même. C'était moins pratique quand j'étais adolescente. Question, ce que j'ai cru comprendre au travers de ce que vous disiez de votre expérience de thérapeute, c'est qu'on n'est pas égaux devant l'intuition. Alors, la question, c'est justement comment on peut développer, vous avez peut-être répondu en disant qu'il y a une histoire de confiance, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour se faire accompagner, pour, j'ai entendu des artistes? Oui, oui. Est-ce qu'il y a des ports, des clés, des possibilités Comme je disais, c'était surtout développer la confiance en soi, avoir une excellente relation. Alors à soi, dans le soi jungien, c'est-à-dire c'est pas le moi, hein, c'est le soi, c'est-à-dire dans ce que je sais pas que je suis aussi. Et donc il y a la confiance en soi, et après de façon très technique, oui, il y a des possibilités de retrouver ce que nous savons faire en Orient par exemple, ce que nous savons faire dans d'autres régions de la planète où nous ne l'avons pas oublié. Donc c'est de retrouver le yoga par exemple, dans le yoga on a le yoga nidra par exemple, on a aussi le flûte, ça m'échappe, mais le kundalini bien sûr.
la méditation. On peut avoir... Moi, j'ai développé énormément de choses avec la... En fait, ce qui m'a particulièrement aidée, moi, c'était pas à développer, mais c'était à structurer, c'est le Qigong. Le Qigong, ça m'a permis de m'ancrer au sol, ce qui me manquait terriblement depuis que je passais longtemps dans l'arbre et ailleurs. Et donc ça m'a drôlement ancré. Alors pour d'autres personnes, c'est plus suivant les besoins. Parfois, c'est le besoin de se rassurer, parfois, c'est le besoin et de s'ancrer. Et parfois, c'est le besoin, au contraire, de réouvrir ce qui a été fermé. Alors, quand c'est l'artiste, quand c'est l'intuition de ce que je reçois, pas pour la prise de décision, par exemple, mais vraiment comme une création, comme une idée, la créativité, ça, c'est quelque chose qui se développe par le rêve éveillé, par le yoga nidra, par ce genre de choses. Tout ce qui permet, la méditation tous les jours, c'est quelque chose qui aide énormément. Moi, je fais très attention à ça, parce que ça a tendance là, depuis, justement, j'ai vécu ce moment de novembre. Effectivement, on n'est pas complètement égaux, que moi, il faut vraiment, je suis un peu l'obélix de la bande, quoi. Il faut que je fasse attention. À pas trop y aller, parce qu'il faut que je reste ici, quand même. Oui, parce que déjà, il y a des des dispositions à s'envoler rapidement. Ouais, des trucs, c'est un peu pas tellement digeste, où je suis pas prête, ou je sais pas. Mais donc, je fais attention. Donc aussi, je peux repérer des personnes qui peuvent avoir besoin de faire attention. L'ancrage, c'est important. Ça permet de recevoir... C'est fondamental. C'est autant en bas qu'en haut. Ça nous rend très grand. Ça nous rend très grand d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les épaules. La tête dans les étoiles. Mais alors, quand on dit on n'est pas tous égaux, c'est un peu comme s'il y en a qui ont finalement, qui savent dessiner naturellement, qui savent chanter facilement, c'est un petit peu de cet ordre-là. C'est sûr qu'on est tous différents. En revanche, je rejoins vraiment Madame sur le fait que c'est absolument universel et naturel. Et que c'est de retrouver surtout ce qui est naturel. Donc de réouvrir ses chemins. Donc oui, une pratique de méditation chaque jour, éventuellement avec Petit Bambou, ou avec votre pratique, celle que vous connaissez. Les marches méditatives de Thich Nhat Hanh aussi sont extraordinaires. L'hypnose, l'auto-hypnose. Notez vos rêves. Les rêves, quand vous oubliez un rêve, c'est brûler une lettre d'amour, c'est ce que disait Jung. C'est pas que vos rêves vous informent, mais c'est que vous dites, en fait, vous accusez réception de ce que l'intérieur vous dit. Et à partir de là, petit à petit, vous allez le comprendre. On a fait cet après-midi encore une expérience de visualisation, et ce qui était venu, c'était très lisible pour les personnes. Les personnes qui ont vu des déserts, les personnes qui ont vu des prairies, les personnes qui ont vu un os, des personnes qui ont vu... ça y est, ça leur parle. Un râteau. Un râteau. La visualisation que j'ai proposée, c'était, on va prendre, c'était sur le yoga nidra, c'était on prend le fameux chemin du yoga nidra, et puis à un moment donné, ça part à gauche et puis à droite. Alors on va visiter les deux côtés, puis on va commencer. C'est dans une prise de décision avec deux alternatives. Et puis qu'est-ce que ça nous donne comme image, comme symbole, qu'est-ce qui vient? C'est sûr que quand on croise un râteau, c'est un symbole qui est relativement facile à lire. Et c'est vrai que ça se place à notre portée, en fait. Hein. C'est ça qui est chouette. Hein. On n'a pas besoin de partir dans des trucs, de savoir lire les mémoires akashiques. Ça peut être vraiment très, très accessible, hein, très simple. Et on peut le faire un peu chaque jour, un peu chacun son rythme. Il y a une autre chose qui développe... on n'avait pas vu d'ailleurs cet après-midi, c'était pour la vision, quelque chose qui développe, c'est quelque chose qu'on faisait quand on avait le téléphone filaire, que tu n'as jamais connu. Eh bien, si. Alors le téléphone, où on était au film, vous savez, où on détricotait le truc là, le téléphone qui faisait de goudou, hein, je veux dire, celui-là, pas... Elle a pas dit Non, c'était pas... Mais non, t'as pas su ça, tu sais pas. Voilà, moi j'ai pas connu Odéo 340, non plus. Donc chacun son truc. Mais en tout cas dans ce téléphone-là, comme on pouvait pas bouger et qu'on pouvait pas conduire en même temps, en fait on avait un truc, c'est que on dessinait des trucs. C'est vrai. Alors tu sais, machin, et on faisait des trucs, on faisait des œuvres d'art. Alors ça, ce dessin-là est très intéressant. Et vous pourriez vous remettre comme si vous aviez un téléphone filaire
quand vous téléphonez à quelqu'un, vous savez que vous en avez pour 2 heures, et bien vous prenez un bloc, ça arrive, hein, ça arrive. Et ben on prend un bloc avec un stylo, et alors on laisse faire comme ça. Et alors le mieux c'est de le faire avec la main qui ne crie pas. Et donc il y a plein de choses qui arrivent, et c'est tout ça, c'est des signaux que vous envoyez pour dire je suis disponible, je suis d'accord, j'ai envie. J'ai envie. Et comme ça n'a qu'une envie, c'est de se raccrocher, ça se fait très bien et ça se fait de plus en plus vite. Moi, je suis ébahie de voir ce qui se passe en une après-midi, dans des groupes avec des personnes qui parfois sont très éloignées du sujet, qui arrivent le matin, ils ne savent même pas que c'est ça qu'on va faire dans la journée. Souvent dans les groupes de dirigeants, les gens, ils arrivent. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Ah, l'intuition. Ah bon? Et on va faire quelque chose, on va faire un voyage complètement inattendu. Et bien même là, on a des... Donc ça ne demande que ça. Encore plus dans la période actuelle. Mais oui, mais vraiment, et vraiment. Et c'est le plus dur, c'est que c'est simple. Pour nous occidentaux qui mesurons nos compétences à les années après le bac, des bacs plus combien, et ben là je suis en rien, parce que c'est simple, je suis en essence là, voilà, c'est très simple. Et les écrits que vous avez mais que vous ne publiez pas, vous en faites quoi? Comme ce que vous avez écrit, c'est à Singapour, je crois. Je vais le terminer. Ah, d'accord. Ouais. Non, je pensais que ce serait un recueil de nouvelles, et parce que j'ai plein d'idées là. Il y aura un recueil de nouvelles qui ont tout un point commun d'être chaque nouvelle et un lien avec l'invisible. Chaque personnage et chaque histoire, il y a un lien avec l'invisible qui se passe. Mais là, il y a une des nouvelles qui a pris vraiment une place, qui se développe et qui sera peut-être, sans doute un roman plutôt. Donc oui, j'espère le terminer, bien sûr. Et... Alors je vous souhaite à tous de faire de très beaux rêves, de les accueillir et de vivre. Alors je ne sais pas combien on est ce soir, on est combien à peu près? Une petite trentaine, je pense. Alors évidemment, nous sommes 60. Donc à vous 60, je vous souhaite de faire de beaux rêves et de très belles connexions entre vous et vous-même, entre vous et ce monde et entre nous tous. Et donc à bientôt. Merci.